Bonjour, bienvenue dans cette petite découverte des livres du patrimoine de l'Astrolabe de Melun. Nous vous proposons de vous emmener dans le siècle de l'humanisme afin d'y rencontrer notamment l'imprimeur vénitien Aldemanius dont nous avons quelques ouvrages. Pour commencer ce premier volet, je vous propose de faire un petit tour d'horizon de l'Europe en 1450, l'année a priori de la naissance de Aldemanius. Ne sommes-nous pas à la fin de la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre? Le conflit entre les Anglais et les Français se termine grâce notamment au sacre du roi de France Charles VII en 1429 à Reims grâce à Jeanne d'Arc. Et cela envoie un message fort à la France et à toute l'Europe. C'est en 1429 aussi d'ailleurs que le chevalier de Barbazan dont nous faisons mémoire à Melun est libéré de Château-Gaillard où il était tenu en captivité par les Anglais. Alors il n'y a plus de problème en Europe si la guerre de 100 ans s'est terminée? Pas du tout en Europe, la guerre ne se termine pas en Angleterre. C'est la guerre civile qui commence, la guerre dite des deux roses. En France, c'est le conflit avec la famille de Habsbourg notamment qui va prendre racine, puisque Marie de Bourgogne, la fille de Charles le Téméraire, a épousé Maximilien d'Autriche. Elle lui apporte la majeure partie des terres bourguignonnes, et évidemment le roi de France n'a de cesse de les récupérer. En Italie, ce sont les cités italiennes qui se querellent depuis déjà des dizaines d'années, entre Milan, Florence, Ferrare, Venise et Gênes et Rome, Naples évidemment. Toutes ces cités cherchent notamment à avoir la suprématie du commerce en Méditerranée. Gênes a perdu face à Venise, mais toutes les familles, Visconti, Este, Médicis, ne cessent de s'allier, de faire des alliances avec les Français, les Hongrois, les Aragonais. Alors certains royaumes comme celui de Naples est disputé par diverses personnes comme le bon roi René d'Anjou, le roi de Provence, le frère de Charles V, ou Marie de Hongrie, ou Jeanne de Naples. Évidemment, cela ne simplifie pas la situation. En 1450, c'est la mort d'Agnès Sorel, la favorite du roi Charles VII, dont nous avions la très belle peinture par Jean Fouquet à la cathédrale Notre-Dame de Melun de l'époque. Eh bien, Agnès Sorel protégeait Jacques Coeur, ce célèbre argentier, comme on disait, celui qui devait fournir les finances du roi. Et Jacques Coeur, dont nous avons la biographie dans nos collections d'histoire, eh bien, il a des comptoirs dans toute la Méditerranée. Et on le trouve lui-même voyageant à Beyrouth, à Damas, en Égypte. C'est très intéressant de voir cet entrepreneur international, très inventif, créatif, et trouvant de nouveaux systèmes d'échange. Il fait copier ses galères sur les galères de Gênes et il se débrouille, comme beaucoup de voyageurs de l'époque, pour circuler et apprendre et connaître des personnes un peu partout. Malgré l'absence d'Internet, les réseaux existent. Par exemple, le grammairien William Lilly part d'Angleterre, dont il est originaire, pour aller à Jérusalem. Et on le retrouve passant par Rhodes, chez les chevaliers de Saint-Jean, puis Rome, où il trouve les professeurs que Aldemanius a certainement connus. Il passe ensuite à Venise, y rencontre-t-il Erasme, c'est possible. Et puis je sais pas comment je suis tombé pile sur Erasme. Erasme? Oui. En tout cas, il rencontre des amis d'Aldemanius connus, et toutes ces personnes se parlent, se connaissent, s'échangent des textes et des connaissances. En 1453, c'est la chute de Constantinople. Aldemanius naît dans un contexte de changement radical des équilibres européens. Mehmed II a conquis Constantinople grâce à ce fameux gros canon de l'ingénieur hongrois Orban. Il a chanté le Coran dans la basilique Sainte-Sophie et il compte étendre sa domination sur les territoires au-delà. Les pirates barbaresques sont donc un vrai danger pour les voyageurs de l'époque. Il va falloir faire face à ces attaques. On compte environ 1 million d'esclaves européens qui ont été faits jusqu'au XVIIIe siècle par ces pirates. Par exemple, la bibliothèque d'Otrante, qui est l'une des plus riches
de l'Occident. Otrante est située dans le sud de l'Italie, en face de l'Albanie. Sa bibliothèque a été fondée depuis le XIe siècle et contient des trésors, notamment de Byzance. Eh bien, cette ville va être l'objet d'un sac en 1480 et cela va changer et bouleverser tout l'équilibre aussi du savoir, car des textes seront perdus, brûlés. Il y a aussi toutes les guerres qui font parfois détruire les bibliothèques ou les déplacer. Cela nous amènera au prochain volet où nous allons rentrer dans Venise. À bientôt!